j'ai mis pour la première fois les pieds à Dauphine la première année de l'installation de l'ESIT à Dauphine, c'est-à-dire que après les événements de 1968, la Sorbonne a décidé que dans la mesure où il y avait des cabines d'interprètes dans ce qui avait été les bâtiments de l'OTAN, la place de l'ESIT y était toute trouvée. Et dans la mesure où, effectivement, l'ESIT à l'époque était rue Jean Calvin dans de tout petits locaux, nous nous sommes retrouvés, enfin, l'ESIT plutôt s'est retrouvé, à l'époque assez largement et bien installé à Dauphine avec 2 salles, la salle 7 et la salle B, qui avaient des cabines d'interprétation. Donc, personnellement, je n'avais encore jamais enseigné. J'avais une petite dizaine d'années d'interprétation, d'exercice de l'interprétation derrière moi, mais Danica Seleskovic, cherchant des enseignants, m'a persuadé d'accepter, et je l'ai fait avec un petit peu d'hésitation, mais bon, j'ai commencé et petit à petit les choses m'ont plu. J'ai commencé par enseigner la consécutive, puis la simultanée parce qu'il y avait moins de gens pour enseigner la simultanée et que j'avais commencé à faire une thèse de doctorat sur la simultanée. Après ma thèse qui a été soutenue en 1979, j'ai été nommé à Créteil, à l'université de Créteil. Je suis revenu à l'ESIT comme titulaire en 1985. Et là, dans la mesure où je m'étais aperçu que, à mes débuts, je n'avais pas été préparé à préparer justement à l'avance les conférences auxquelles je devais travailler, j'ai obtenu l'autorisation de la direction de créer un cours de préparation aux conférences. Et ça, je suis assez contente de l'avoir fait parce que je crois que les débutants, si on ne leur dit pas à l'avance qu'il faut se préparer, essayer de savoir pourquoi et comment et qui sont les gens qui vont parler et auxquels ils vont s'adresser, ne l'inventeront peut-être pas tout seuls. J'ai un souvenir assez cuisant de ma toute première conférence qui était une conférence de l'Association internationale de l'étain. L'étain, c'était tout juste si je savais ce que c'était. Je suis arrivée en séance et je ne savais rien, ni qui étaient les participants, ni de quoi il allait s'agir. Bon, c'est un mauvais souvenir et c'est ça qui m'a poussé à faire à proposer ce cours supplémentaire. Alors, petit à petit, après avoir fait ma thèse, j'ai commencé, après que Danica Seleskovic ait réussi à obtenir la création d'un doctorat qui, à l'époque, s'appelait de sciences de la traduction et de l'interprétation, j'ai commencé à enseigner en DEA, donc aujourd'hui master, de recherche. Et bon, j'ai continué même plusieurs années après ma retraite. J'ai été nommée directrice après que Danica Seleskovic soit partie à la retraite. J'ai fait 10 ans ou 9 ans peut-être plus tôt à la direction de l'école et ensuite j'ai continué à faire des cours avec Fortunato Israël. Nous continuions à faire des cours de Master 2 recherche. Eh bien, l'importance de la recherche, essentiellement pour l'enseignement de l'interprétation et de la traduction, c'est la mise au point d'une méthode. D'abord, pour pouvoir enseigner une méthode, il faut d'abord s'être demandé ce que c'est que l'interprétation,
comment ça fonctionne, comment les gens qui font de l'interprétation opèrent, ce qu'ils font, comment ils réfléchissent pour le faire, etc. Et après avoir étudié, alors Danitza, elle, a fait sa thèse sur la consécutive, et moi sur la simultanée, après avoir étudié la façon dont ces deux procédés d'interprétation fonctionnent, nous avons pu mettre au point une méthode d'enseignement. Et c'est cela, je pense, qui a fait le succès de l'ESIT. Quand l'ESIT a commencé, n'enseignaient que des professeurs de langue, qui avaient peut-être traduit un peu, qui avaient peut-être interprété un peu. Par exemple, le professeur Gravier, qui a été le premier directeur de l'ESIT, pendant la guerre, la dernière guerre, il avait été interprète. Mais sans formation, évidemment. Donc, on ne peut pas dire qu'il savait réellement ce que c'était, qu'il savait interpréter. Alors, avoir réussi à démonter la façon dont on interprète nous a permis de mettre au point une méthode d'enseignement, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord comprendre très bien les langues, la langue de départ et bien connaître sa langue maternelle, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Ensuite, il fallait préparer les sujets que l'on allait avoir à interpréter. Et troisièmement, il fallait éviter de s'accrocher aux mots de celui qui parlait pour aller directement au sens de ce qu'il disait, donc au contenu de son intervention. Et c'est, je crois, cette méthode qui a fait le succès de nos formations. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que dans l'histoire de l'ESIT, l'ESIT a commencé à être connu à cause de l'interprétation. Parce que Danitza, encouragé d'ailleurs par Gravier, le premier directeur, avait réussi petit à petit à renvoyer, si j'ose dire, enfin disons, à remplacer les professeurs de langue par des professionnels de l'interprétation. Lorsqu'elle a été directrice, elle s'est occupée de la traduction, dont personne ne s'était occupé jusque-là, et quand je dis occupée, c'est-à-dire qu'elle a aussi remplacé petit à petit les enseignants de langue par des traducteurs professionnels. Et là, je pense que Geneviève Blondy-Mauchamp pourrait vous en dire beaucoup, parce que c'est à partir de ce moment-là que la section traduction a vraiment, comment dire, pris son envol. Danica Seleskovic, tout à fait au départ, pensait que ses idées, ses recherches, sa méthode s'appliquaient uniquement à l'interprétation. Et c'est à partir du moment où elle a commencé à former des traducteurs pour le doctorat que ces traducteurs, apprenant la théorie de l'interprétation, qui à l'époque s'appelait la théorie de l'interprétation, on dit mais enfin, mais c'est exactement ce que nous faisons. Et donc ils l'ont convaincu. Ce sont les premiers traducteurs qui ont fait leur doctorat avec elle, qui ont convaincu Danitza que la théorie interprétative s'appliquait bien à la traduction. Alors d'abord pragmatique, c'est-à-dire technique, éditoriale, etc. Puis est arrivé Fortunato Israël, qui lui était plutôt littéraire de formation, et qui a également s'est approprié la théorie interprétative et qui l'a élargie à la traduction littéraire. C'est encore grâce à Danitza que tout ça s'est fait,
parce qu'elle avait, elle, un esprit beaucoup plus ouvert que beaucoup d'autres enseignants à l'époque. Elle avait été invitée à un congrès des interprètes pour sourds qui s'était tenu à Albi. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Et c'est là qu'elle avait rencontré Philippe Serrault-Guillaume et une autre interprète dont j'ai oublié le nom maintenant. Et l'idée lui est venue que ces interprètes-là, ils avaient également besoin d'être formés. Et l'idée lui est venue aussi, au moment où elle a assisté à ce congrès, que la théorie interprétative s'appliquait très exactement aussi à la langue des signes. Que, par définition, les interprètes qui interprétaient de langue des signes en langue vocale devaient faire la même chose, devaient utiliser le même processus, c'est-à-dire comprendre, déverbaliser et réexprimer. Et il a donc fallu lutter auprès de l'université pour créer d'abord un diplôme d'université. Et puis, au fur et à mesure des années, les interprètes de langue des signes ont poussé un petit peu plus leurs études et on a pu transformer le DU en licence, je crois, puis en master. Mon premier poste universitaire a été à Créteil. À Créteil, le département LEA se trouvait dans le même bâtiment que celui de l'administration. Et cela facilitait énormément les contacts avec l'administration. Je rencontrais de temps en temps le président de l'université dans l'escalier, par exemple. On résolvait beaucoup plus facilement les problèmes financiers, administratifs, etc. Et je crois qu'une des grandes difficultés de l'ESIT, ça a été son éloignement de l'administration de la Sorbonne Nouvelle. On aurait été beaucoup mieux compris. Nous avons organisé énormément de colloques où nous avons fait venir les traductologues les plus en vue à l'époque. Moi, si vous voulez, ce que j'ai beaucoup aimé à l'ESIT, ce sont les innombrables étudiants étrangers. Parce que l'une des grandes forces de l'ESIT, ça a été d'attirer énormément d'étrangers. Danitza, qui avait une vision, vraiment, quand on y pense, après coup, extraordinairement large, et enfin, elle était vraiment visionnaire. Elle avait compris avant tout le monde que la Chine allait se développer. Et elle disait, il faut absolument avoir une section chinoise. Et elle a réussi ensuite à avoir des accords avec le ministère des Affaires étrangères chinois, qui nous a envoyé énormément d'étudiants, à la fois pour la traduction, pour l'interprétation, et ensuite pour la formation théorique en traductologie, qui ensuite retournaient en Chine pour enseigner la traduction. Donc ça a été quelque chose, je crois, de très valable. Et puis, il y a eu la Corée. Nous avons reçu le contrat de formation de la part de la Corée des interprètes pour les Jeux Olympiques de 1988, quelque chose comme ça, qui se tenaient en Corée. Et donc là aussi, nous avons formé beaucoup, enfin il y en avait bien entre 10 et 15 étudiants qui nous ont été envoyés, que nous avons formés pour les Jeux Olympiques en Corée et qui donc ensuite, bien sûr, sont restés en Corée pour exercer en tant que professionnels et en tant qu'enseignants. Ça a été valable aussi pour la Thaïlande. Autre chose, dans les débuts, dans les années 60, il y avait beaucoup de conférences en Afrique. Et c'était toujours les interprètes de Genève qui partaient en Afrique
coûtant évidemment très cher, le voyage, le séjour, etc. Et Danitza a dit, c'est pas normal, il faut former des interprètes africains. Et donc, elle a réussi à avoir des bourses pour un certain nombre d'interprètes africains